Madame et messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue dans Bibliothèque francophone. Vous qui êtes passionnés de la langue de Voltaire, de Molière, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver encore dans ce cadre avec ces tout premier numéro de la semaine qui vient de commencer. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je commence avec des questionnements. Faudrait-il repenser notre système éducatif qui ne tient pas compte des réalités sociétales comme pense une frange de la population, ou encore il faudrait placer au centre cette question qui est de la rémunération de l'enseignant congolais qui n'est pas en mesure de jouer le début du mois. Ces questionnements feront partie de la thématique de notre émission dans le cadre de ce numéro plutôt, que j'ai le plaisir de recevoir un grand, un géant, un vieux routier dans le domaine de l'enseignement. Il s'agit de M. Pascal Kabamba Tshibangou, inspecteur et auteur de ce livre qu'il a titré « L'enseignement s'interroge, cas du Congo ex-Zaïre ». M. Tshibangou, Pascal, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes heureux par rapport à votre disponibilité. La question est de savoir quelle est la motivation qui vous a poussé à publier ce livre. Quelle est la motivation? Bon, vous savez que l'enseignement dans le monde entier, dans tous les pays, l'enseignement est un problème toujours d'actualité. Mais chaque pays réagit à sa manière. Chaque pays s'y prend à sa façon. Puisqu'elle est une préoccupation universelle, l'UNESCO a demandé à tous les pays membres de se donner une date à laquelle, un jour auquel la population, le peuple peut être invité à réfléchir sur son système. C'est dans ce cadre que nous avons choisi de faire d'offrir cette présentation, cette réflexion à la nation, avec comme objectif de faire l'état des lieux de notre système. Où est-ce que nous en sommes, nous? Où est-ce que éventuellement, d'où sommes-nous venus? Où est-ce que éventuellement nous allons? Quels sont les résultats? Quelle est la moisson que nous arrivons à faire? Quand j'ai lu ce livre, j'ai compris que vous avez cette occasion pour rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont rendu un travail vraiment cadre dans le domaine de l'enseignement. Je pense aussi que vous faites partie de ce corps-là d'enseignants. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser ce métier d'enseignant? Tout le monde se plaint. Et on a l'impression qu'il n'y a à l'enseignement que de mauvais gars. Il y a dans ce lot de gens, des enseignants, il y a toute une bonne majorité qui ont fait de cette carrière un sacrifice, qui se donnent de bon cœur, qui se donnent à cœur joie, qui se sacrifient. Ces gens-là, il ne faut pas les ignorer. Il ne faut pas les confondre dans la masse de quelconque. Ils méritent que nous puissions leur faire un hommage, pour qu'ils ne se sentent pas versés dans l'anonymat. C'est une sorte d'action de grâce que nous adressons à cette portion de gens qui comprennent bien leur carrière et qui s'y mettent. Qui s'y mettent de bon cœur, qui s'y mettent à cœur joie. Monsieur Kabamba Tshibangou, il faudrait bien le rappeler que ce livre, vous l'avez coécrit avec votre collègue Wakwenda Bukasa, inspecteur comme vous, enseignant comme vous, mais il a pris une autre direction. Mais dans le titre, vous avez parlé d'enseignement s'interroge, cas du Congo ex-Zaïre. Pourquoi ex-Zaïre? Pourquoi ex-Zaïre? Parce que la problématique que nous soulevons dans
dans ce livre ne doit pas faire croire que c'est des problèmes qui naissent aujourd'hui. Les problèmes de l'enseignement ne sont pas des problèmes d'aujourd'hui. C'est des vieux problèmes. Et ces problèmes sont liés à nos premières erreurs après l'indépendance. Nous avons commis certaines erreurs. Et le Zaïre a hérité ces erreurs de la première heure et les a même renforcées quelque peu. Et nous, aujourd'hui, RDC, nous avons hérité ce que le Zaïre avait hérité de nos premières erreurs. Donc ce n'est pas des problèmes qui datent d'aujourd'hui. Le problème de l'école n'est pas un problème de 2025, c'est un problème vieux. Un problème vieux. Un problème vieux. Nous devons aller à nos sources post-indépendance. Depuis déjà 1961, il y a des erreurs que nous avons commises, que nous continuons à commettre. Le même système. Jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs, vous avez parlé de l'historique de l'enseignement RDC. En quelle année naissaient exactement les premières écoles de l'État du Congo, l'État indépendant du Congo? Notre système d'enseignement a déjà un certain âge, 135 ans. C'est beaucoup. Le système est né il y a 135 ans. C'est en 1890 que sont ouvertes les premières écoles. Il y en avait deux. Une dans Moba, à Mouleba, et une au Bas-Congo. À Moba, et puis une à Moba et une à Boma. Les premières écoles que nous les deux premières écoles. Depuis 1890 jusqu'à aujourd'hui, nous comptons déjà quelques 100 000, un peu plus de 100 000 écoles. Ça veut dire que nous avons évolué. 100 000 écoles. Nous avons fait un grand bond. De deux écoles, il y a 135 ans, à un peu plus de 100 000, parce que nous n'avons pas pris la statistique de la dernière année. Nous avons pris les statistiques de la période qui a fait l'objet de notre publication. On ne peut pas revenir avec les statistiques que des écoles, disons, que la colonisation nous a laissées. Donc, à ce moment-là, quand nous publions ce livre, nous sommes à peu près 60 000 écoles. C'est que la colonisation nous a laissé comme nombre d'écoles en vue de moitié du Congo. En fait, c'est que la colonisation nous a laissé en termes de nombre d'écoles. Non, nous ne savons pas dire exactement, les statistiques ne nous ont pas permis de dire combien d'écoles nous avions en 1960. On n'a pas pu accéder à des statistiques quant au nombre d'écoles. Mais nous savons que en 1960, quand la colonie s'en va, nous avons 1 940 000 élèves du primaire en 60. 37 000 élèves, 37 388 élèves du secondaire, au moment où nous accédons à l'indépendance. En 2007, pour ne prendre que cette période-là, en 2007, nous avons 29 420 écoles primaires pour 8 839 882 élèves du primaire. Donc, nous sommes partis en quelques 40 ans, nous sommes partis, non, quelques 60 ans presque, nous sommes partis de 1 900 000 à 8 800 000 élèves. Au secondaire, en 2007, le secondaire a 14 000 écoles. 14 163 écoles. Si nous ajoutons aux 29 écoles du primaire, nous avons à peu près 43 000 écoles primaires et secondaires, avec un effectif secondaire de 2 42 815 élèves du secondaire. Ce qui veut dire que l'effectif total primaire et secondaire
nous donne environ 11 millions. Environ 11 millions d'élèves. Alors qu'en 1960, nous n'avions que 1 970 000 au total. Donc nous avons fait un grand bond. Quantitativement, nous avons fait un bond. Mais la préoccupation que nous avons maintenant est de savoir, mais quand vous faites un champ, vous faites un champ de 5 hectares. 5 hectares de maïs. L'agronome vous dira que sur ces 5 hectares, si ça donne bien, avec tout ce que les frais que vous avez engagés, le débroussage, parce que vous avez engagé un tracteur, un service mécanisé, vous avez labouré, vous avez acheté de la bonne semence, etc., etc. Vous avez eu une équipe de travailleurs pour vous aider. Sur les 5 hectares de maïs, l'agronome vous dira peut-être, bon, vous devez normalement récolter 40 fois 5, quelques 200 sacs de maïs. Mais sur ces 200 sacs, quand vous faites la moisson, vous récoltez 5 sacs de maïs. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez fait du bon travail? Non, pas du tout. Que vous avez récolté ce que vous aviez voulu récolter quand vous avez pris l'initiative de ce champ. C'est ça qui nous intéresse. Nous avons 5 hectares de maïs. Et nous avons tout un effectif d'enfants. C'est ce que vous avez signalé que la graine de Sévéné, plantée depuis 1980, est géant à 135 ans aujourd'hui. On juge là par rapport à ces fruits. Alors l'enseignement peut être apprécié sous quels critères selon vous? Nous allons pouvoir, et c'est ce que nous avons fait, nous allons devoir examiner, juger notre production sous deux critères. Il y a le critère interne, c'est-à-dire nous avons reçu autant d'enfants. Combien sont arrivés à destination? Destination, ça veut dire quoi? Le programme, la réforme 1961 pour le secondaire et 1963 pour le primaire, cette réforme avait comme objectif démocratiser l'école, c'est-à-dire ouvrir l'école au plus grand nombre, amener le plus grand nombre aux meilleurs résultats. Bon. Est-ce que, effectivement, nous avons ouvert au plus grand nombre? Oui, nous avons ouvert au plus grand nombre. De combien avons-nous conduit au résultat? Combien qui sont entrés en première primaire ont pu obtenir le certificat de 6e? Combien sont entrés au secondaire et ont pu obtenir le diplôme d'État? Comme la réforme a comme objectif démocratiser, ça veut dire que ceux qui sont entrés en première primaire, il faudra qu'ils puissent arriver en 6e secondaire au diplôme d'État. Combien sont arrivés au diplôme d'État parmi ceux que nous avons reçus en première primaire? Justement, ça une grande question, il n'y a pas de chiffres là-dessus. C'est donc ça qu'il faudra examiner. Il ne suffit pas de dire nous avons beaucoup d'élèves à l'école, ça ne suffit pas. Nous avons beaucoup d'élèves, mais nous avons combien de certificats? Nous avons combien de diplômes d'État qui sortent de cet effectif? Un travail au départ très bien fait, mais au finish, il n'y a pas de résultat concret. Meilleur est le travail, meilleure sera la moisson. Si la moisson est maigre, c'est que le travail n'est pas bon. Très bien, a été très mal. Le travail n'a pas été bon. C'est ça le principe. Nous allons pouvoir
ensemble avec vous, parcourir un peu à titre exemplatif quelques cohortes. Nous appelons cohorte l'effectif que nous recevons une certaine année, en septembre, en première primaire. Comment est-ce qu'elle va évoluer? Combien arriveront en sixième primaire, au certificat? Combien arriveront en sixième secondaire à l'examen d'État et au diplôme d'État? Nous avons donné quelques exemples. Vous pouvez aller rapidement parce que nous allons vers la fin, c'est ça? Vous pouvez aller présenter les chiffres, bien sûr, parce que les téléspectateurs ont besoin de ça. On donne juste un exemple. Oui. On ne sait pas reprendre le tout. Nous prenons l'effectif qui est entré au primaire en 65-66. En 65-66. Ça fait 715 900 arrondis qui entrent en première primaire en 66, en septembre 65. 5 ans plus tard, ils sont en cinquième. Ils seront combien en cinquième? En 69-70, 275, 495. Donc déjà, entre la première primaire et la cinquième année primaire, il y a déjà 62% perdus. Il n'y a que 38% qui arrivent en cinquième primaire. De ces 38% qui arrivent en cinquième primaire, combien montent en sixième? 244 480 arrondis. Donc sur 715 000 qui sont entrés en première année en septembre 65, 244 atteignent la sixième, ce qui représente à peine 31%. Donc sur 100 élèves qui sont entrés en première primaire, 31 arrivent en sixième primaire. Ça veut dire 69 perdus, que sont devenus les 69. Ils ont décroché. Sur ces 31% qui sont entrés en sixième primaire, il y a 33 000 qui, 10 ans plus tard, ils seront en sixième secondaire, 33 431 qui atteignent la sixième secondaire, qui sont reçus au diplôme d'État. Ça représente, par rapport aux 715 000 qui étaient entrés en 65 en première primaire, ça représente à peine 3 élèves, 3,5. Donc sur 100 élèves entrés en première primaire, il n'y a que 3 élèves qui arrivent à avoir des diplômes. Non, pas encore. Qui arrivent en sixième secondaire. Pas encore le diplôme. Combien recevront le diplôme? 2,3. Donc sur 100, il n'y a que 2,3 qui obtiendront le diplôme d'État. Et le 97, ils sont devenus quoi? Donc 97% ont été jetés sur la rue. Scolarité inachevée. Et nous avons ainsi pour toutes les cohortes que nous avons reçues en première primaire depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est cette allure-là que ça donne. Donc nous travaillons pour la rue, nous ne travaillons pas pour le diplôme. Or, la réforme de 61 avait comme objectif donner au plus grand nombre la chance. Mais le plus grand nombre, c'est 97 qui sont abandonnés sur la rue. Il n'y a que 2% qui obtiennent le diplôme d'État. Et nous, on ne voit pas la fin, on ne voit pas ce résultat par rapport au départ. Nous, on voit seulement l'effectif qui est là. Il y a beaucoup d'élèves. Ça ne sait pas tout.
Il y a beaucoup d'élèves, mais ils étaient entrés à l'école à combien? Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs éléments que vous avez dénoncés dans votre ouvrage, qui est l'enseignement s'interroge, cas du Congo ex-Zaïre. Vous dénoncez les antivaleurs, la perdition aussi dans les milieux scolaires. J'aimerais que dans la deuxième partie de l'émission, nous allons nous atteler sur c'est là qui a quoi. Donc cette perdition, ces antivaleurs, et nous allons s'y atteler par rapport aussi au remède, comment y remédier. Mais rapidement, si vous pouvez nous dire exactement quels sont ces antivaleurs, il y en a encore d'autres, et les perditions au niveau de l'enseignement que vous avez rencontré. Nous allons dire un petit mot là-dessus. Vous avez, vos préoccupations sont vraiment opportunes. Nous sommes dans un centre d'examen d'État. Moi, je suis chef de centre. J'ai reçu déjà tous les élèves. Je m'apprête à les faire entrer dans les salles. Et je vois là une école qui arrive. C'est une école qui arrive. Chacun avec une tache blanche sur le coin droit. Ils viennent en ligne, chacun avec une tache blanche. Cette école venait d'où? Après interrogation, ils viennent de chez Féticheur. Ils ont passé la nuit chez un féticheur. Pour que le résultat à l'examen d'État soit automatique. C'est ce que font aussi les promoteurs de certaines écoles. Oui. Dans une autre école, je m'affaire à vérifier s'ils n'ont pas d'histoire sur eux qui ne sont pas autorisés en salle d'examen. Il faut faire la fouille des poches. En faisant la fouille des poches, je constate sur la ceinture d'un candidat une corne. Une corne. Dans cette corne, des choses qu'on ne peut pas dire ici. La corne, cette corne, c'est un fétiche qui lui a été donné. Par malheur, dans la première école, tout comme la deuxième, ce sont des écoles catholiques. Or, pour nous, l'école catholique, ça c'est le meilleur que nous avons. Et d'ailleurs, dans la configuration du ministère, l'école catholique représente pratiquement 55%. Si vous y ajoutez les protestants, ça représente dans les 75-80%. Tandis que l'école non conventionnée et les écoles privées, c'est à peu près 20%. Donc c'est déjà dans les écoles catholiques, parce que ce n'est que de quelques exemples que nous avons retenus, c'est déjà dans les écoles catholiques qu'il se fait ça. Et alors dans les autres écoles. Ça c'est encore pire. Je vous donne encore un autre exemple. La veille de... C'est encore une école catholique. Moi, je suis catholique. J'ai choisi ça pour dire l'arbre vert. Voici ce qui se passe sur l'arbre vert. L'arbre, le bois mort, qu'est-ce que ça fait? Ça sera. On est la veille de l'examen d'État. Les élèves sont internés. Quelque part. Un peu tard la nuit, une quête s'organise. Chacun doit donner autant parce que nous devons pouvoir nous assurer les faveurs du chef de centre et des surveillants. Chacun doit donner autant. Un seul parmi eux se lève pour dire moi je n'ai pas été éduqué de cette manière-là. Moi je ne donne pas cet argent. Ah, vous devenez donneur de leçons. Oui, école catholique. Vous devenez donneur de leçons.
vous prétendez avoir été éduqué mieux que nous. On se saisit de lui, on le tabasse à mort, on lui prend tout ce qu'il a comme bien. Quand il se dégage plus ou moins, il fait appel à son père vers 1h du matin. Le père ne peut pas sortir parce qu'à cette heure-là, sortir par quel moyen pour arriver à cette école? Très tôt matin, le père court à l'école, il voit le préfet, il l'informe, le préfet fait mine de rien. Et l'élève a tout perdu dans la nuit. Il va aller à l'école, l'opération n'est pas terminée, il va au centre, quand il termine l'examen, ses mêmes collègues se saisissent de lui. Il n'a la vie sauve que par l'intervention des policiers, pour l'arracher aux griffes des autres. Voilà, c'est lui. C'est vraiment très important comme révélation. Je pense que nous sommes presque à la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, nous avons reçu dans ce cadre un vieux, un doyen dans le domaine de l'enseignement. Il s'agit des professeurs inspecteurs du secondaire Kabamba Chipangu Pascal. Avec son livre qu'il vient de publier, il a coécrit bien sûr avec Wakwenda Kassa, son collègue, sous le titre L'enseignement s'interroge au cas du Congo ex-Zaïre. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment on peut citer un exemple que nous avons sur place. Il y a notamment le titre de Manger un des choix difficiles, viande. Nous mangeons mal. Nous mangeons mal. Donc, viande, légumes et légumineuses. Viande, légumes et légumineuses. Donc, voilà, son taux d'édition collection, nous mangeons mal. Donc, c'est aussi un livre que nous aurons le temps à présenter le contenu aux experts pour qu'ils sachent au moins de quoi il s'agit. Parce que là, le titre déjà s'interroge. Je ne sais pas si vous pouvez résumer, avant que nous puissions aller à la deuxième partie. On est là, à la deuxième partie, nous sommes obligés d'évoquer ce qu'on appelle le comment, le pourquoi. Cela dit à quoi? C'est les antivaleurs qui gangrènent notre secteur d'enseignement. Et puis, si vous pouvez cacher un dernier mot par rapport à cette influence. Les antivaleurs que nous connaissons à l'école sont relevables de beaucoup de causes. Mais il n'y a pas de temps pour. Il y a d'abord. Non, on peut déjà clôturer pour la première partie. Comme ça, on va revenir la prochaine fois pour la deuxième. C'est pour clôturer la première partie. D'accord. Il y a d'abord l'éducation en famille. Les antivaleurs ne commencent pas par la rue. L'éducation commence par la famille. Est-ce que la famille fait correctement son travail? Est-ce que l'enfant reçoit en famille la base nécessaire qui lui permette d'être complété quand il ira à l'école? Dans beaucoup de cas, l'enfant est pratiquement à l'état libre. Prenez le cas des parents en général. Le matin, papa va au travail, maman est vendeuse au marché. Tout le monde n'est pas vendeur au marché, mais c'est un exemple. Parce que dans la plupart des cas, ce sont les mamans qui s'occupent de la survie dans nos maisons. Hein. Maman est au marché, elle va y rester jusqu'à 20h. Papa est au travail, il vient dans des conditions de transport qui sont devenues assez compliquées dans la ville de Kinshasa particulièrement. Les embouteillages font qu'il arrivera à la maison peut-être 18h, 19h, 20h. Les enfants ont fait toute la journée seuls. Les parents n'étaient pas là pour les encadrer. Et quand le parent arrive, papa arrive, il est fatigué, maman à 20h, il quitte le marché pour la maison, s'il n'a pas le temps de s'occuper des enfants. C'est juste préparer rapidement de quoi faire le repas du soir. Et les enfants passent ainsi des journées entières à l'air libre. Éducation en famille. L'éducation morale. Absence d'une éducation morale.
Nous avons tous été à l'école. À l'école, on nous a appris ça, on nous a donné quelques principes de vie, mais dans la vie concrète, comment est-ce que nous appliquons ces principes qui nous ont été enseignés à l'école? Les notions de dignité, de politesse, de courtoisie, respect de l'autre, respect de soi-même, etc. L'école est censée nous avoir donné ça. Si la famille ne nous l'a pas appris. Mais quand nous allons dans la vie concrète, comment est-ce que nous appliquons ces principes? L'impunité. On peut déjà s'arrêter là parce que le temps nous est compté. Ah, ok. En tout cas, mesdames et messieurs, je pense que faute de temps, on ne sera pas terminé. Et je pense qu'on avait l'honneur et le plaisir de recevoir dans ce cadre. C'était le professeur et inspecteur secondaire Pascal Kabamba Tibang avec son livre qu'il a titré L'enseignement s'interroge, cas du Congo, ex-Zaïre. Un livre de près de 130 pages qu'il a coécrit avec son collègue, bien sûr, qui aussi fait partie aussi du corps d'enseignement, Wakwenda Bukasa. Mesdames et messieurs, je pense que l'émission, on peut mettre un terme, un point final ici. Et tout le plaisir pour moi de vous recevoir. Je vous dis merci pour votre disponibilité. Je vous retrouve prochainement avec les mêmes sujets pour terminer avec les conclusions ou les solutions, les solutions pour pallier ou remédier carrément. Merci. Merci, c'était Moro Zambé à la prise de vie. Je pense que l'émission sera montée par Moïse Lelo. Alors, bon, sur le programme, je vous retrouve prochainement, même à la même chaîne. Merci.